Voilà, bonjour à toutes et à tous. Il y a tout le monde qui arrive dans la salle. Bonjour Roger, Bonjour Camille, tu vas bien? mais je vais fort bien, oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Le plaisir est partagé. J'ai eu l'occasion d'écouter mes collègues ce matin, donc j'essaie d'être à la hauteur, comme ils l'ont Ben, été. je me réjouis de découvrir ta conférence. Ouais. Alors, on voit tout le monde qui arrive. Merci d'être avec nous. C'est vraiment chouette de vous voir si nombreux, de voir tous les bonjours dans le chat. Donc, vraiment, merci. Merci pour votre présence. Merci pour l'interaction. Et donc, on se retrouve avec Roger Hortmans maintenant pour parler du burn-out. C'est quoi et comment l'éviter? Alors, Roger, tu es coach et tu es accompagnateur du changement. Et donc, du coup, on va parler de burn-out avec toi. Je te passe la main pour pouvoir commencer. On se mettre directement dans le bain. Alors, on partage. Voilà, Vous avez... c'est bien, on voit tout. On voit Magnifique. tout? Voilà, c'est bon. Ah là-bas, si vous avez tout vu, je m'arrête là. non, non, on voit la première slide. On m'a demandé d'être condensé, ben, j'espère que C'est je ça. l'aurai été. Bon, on démarre, c'est Oui, bon on pour tout le monde? démarre, je t'en prie. Allez. Eh bien, bonjour à tout le monde, hein, où que vous soyez, dans votre salon, votre bureau ou votre cuisine. Euh, Voilà, ben, je suis de fait coach. Et donc, je vais passer maintenant 20 minutes à aborder un sujet qui est très complexe et qui mériterait beaucoup plus de temps. Mais c'est déjà très bien d'y consacrer 20 minutes. Donc, excusez-moi si je fais de temps en temps un raccourci. C'est pour ça qu'il y aura 10 minutes après pour allonger les raccourcis et puis qu'il y a déjà des gens qui ont pris des rendez-vous pour creuser l'un ou l'autre sujet par la suite. Euh, je vous demande peut-être une chose avant de démarrer, c'est le sujet étant complexe, c'est quand même toujours plus facile de mettre de la chair derrière ce sujet-là. Donc, si vous pouviez garder en tête l'image d'une personne de votre entourage qui est en burn-out, qui a été en burn-out, qui est tout près du burn-out, comme ça permettra de mettre en perspective tous les concepts que je vais rapidement aborder. Euh, Et pour la petite histoire aussi, moi je reçois à deux endroits, à Wezenbeek-Oppem, et je reçois aussi en région spadoise, en sachant que je ne travaille plus à temps plein non plus. Un deuxième burn-out ne m'intéresse pas du tout. Voilà, il se fait que j'ai eu l'occasion d'en faire un il y a 20 ans et que c'est le plaisir d'avoir été bien accompagné qui progressivement m'a donné envie de m'y former et de plonger dans la matière. Alors, la matière pour aujourd'hui, c'est quoi? Je vais vous expliquer ce qu'est d'abord le burn-out. Et vous allez voir que c'est une rencontre qui peut être soit tout à fait nourrissante et intéressante, soit malheureusement implosive ou explosive. Je vais donner quelques pistes pour faire la distinction entre ce qu'est un burn-out et ce qu'est une dépression, qui est une question qui est souvent mise sur la table. Et on va voir comment on peut s'en munir et au niveau individuel et au niveau des organisations. Et puis, si je ne parle pas trop, nous aurons 10 minutes pour échanger sur le sujet. Alors, c'est quoi le burn-out? Je pense que c'est important de préciser que c'est le résultat entre une personne qui a certaines caractéristiques et une organisation qui a certaines caractéristiques également. Et c'est la rencontre des deux qui, à un moment donné, peut poser quelques problèmes. Alors, cette personne, je vais la décrire comme moi j'ai pu le récapituler en prenant 70 cas de personnes que j'ai accompagnées et en leur demandant quel genre de personnalité elles étaient. Mais voilà ce qui en sort. Donc, la personne qui est sujette au burn-out, c'est quelqu'un qui, en général, a beaucoup d'expérience, d'expertise, est consciente de ses compétences. Il mêle également un grand sens de l'humain, une grande capacité naturelle à l'empathie, passionné par la gestion des équipes. En même temps, une tendance plutôt optimiste, plutôt dans la sérénité. Très travailleur, très persévérant, une pointe d'ambition, bon sens de l'entreprise. Et on peut rajouter des caractéristiques, grande difficulté à dire non,
petite tendance à la perfection, et ainsi de suite. Donc, on est à contre-courant de ce que certaines personnes pensent et croient, que la personne candidate au burn-out ou sujette au burn-out est à tir au flanc ou à glandouilleur. Ces deux dernières personnalités ont plutôt un vaccin pour l'éternité contre le burn-out. En face de cette personne avec toutes ses compétences se trouve une organisation et je vais lister ici quelques paramètres, quelques axes qui sont importants à tenir à l'œil et j'y reviendrai tout à l'heure dans la présentation. Je vais juste les lister ici. Mais au sein de l'organisation, il est important de tenir à l'œil sa vision, stratégie, organisation et ainsi de suite. Les valeurs, tiens, je vais essayer de prendre un pointeur là. Où est-ce qu'il est? Hop, j'ai mon pointeur. Voilà. Les valeurs qui sont affichées ou vécues au sein de l'entreprise, la notion d'esprit d'équipe, la charge de travail, le concept de l'autonomie qui est central et le concept de la reconnaissance. Donc, nous allons voir plus loin en quoi ces différentes dimensions peuvent avoir un rôle dans l'apparition ou pas d'un burn-out dans une organisation. Donc, si j'arrive à passer, voilà. Alors, cette rencontre peut être totalement épanouissante, cette rencontre entre un individu et une organisation. Et pour ce faire, je vais revenir ici sur le basique, c'est-à-dire si je prends la notion de stress en vertical et le temps en horizontal, en fait, c'est quoi le stress? Le stress, ce n'est jamais qu'une réaction naturelle pour s'ajuster à un changement dans l'environnement. Et donc, votre corps le sait tellement bien qu'une heure avant de vous réveiller le matin, vos glandes surrénales sont déjà en train de produire du cortisol pour vous permettre de tenir debout quand vous sortirez du lit après le premier stress de la journée qui est le réveil matin. Donc ce cortisol va vous permettre d'avoir la bonne tension artérielle, le bon rythme cardiaque, le bon taux de glucides au niveau des neurones, et ainsi de suite. Je fais bref, s'il y a des médecins dans l'assemblée, n'hésitez pas à me corriger si vous voulez amener certaines précisions. Alors, il se fait que ce processus naturel, qui est enclenché par ce qu'on appelle une phase orthosympathique, c'est-à-dire on se prépare à l'action, le cortisol vous prépare à sortir du lit. Une phase orthosympathique suivie d'une phase parasympathique, c'est-à-dire une phase de récupération, va vous permettre de vivre pendant 145 ans sans la moindre difficulté. Donc le stress est naturel, une période de stress suivie d'une période de récupération, il n'y a absolument aucun problème. Si vous regardez bien, l'organisation socio-économique et familiale aujourd'hui est structurée là-dessus. Je travaille la journée, je rentre chez moi le soir, j'ai toute la soirée et la nuit pour récupérer. Je travaille toute la semaine, j'ai un week-end chez moi pour récupérer. Ou je travaille pendant 2 mois et puis j'ai une semaine de vacances pour récupérer. Donc, tout est rythmé de façon à ce qu'une période de stress soit suivie d'une période de récupération. Là où il y a un stud, comme on dit à Bruxelles, bon, d'abord, avant de passer au stud, c'est qu'il faut bien garder en tête que la réaction au stress est très spécifique à chaque individu. Chacun réagit au stress en fonction de sa génétique, en fonction de son éducation, en fonction de son parcours de vie, en fonction de son état de fatigue. Il y a toute une série de facteurs qui font qu'une situation qui va me stresser moi ne va absolument pas stresser Camille et vice-versa. Alors, le problème, il se situe ici. Et c'est là que la rencontre peut être totalement implosive. C'est que j'ai une période de stress, je récupère un tout petit peu, et puis je remonte dans le stress, et puis j'ai une période de petite récupération, et ainsi de suite, jusqu'au moment où en fait, je m'installe dans une situation de stress chronique. Et là, pendant cette situation de stress chronique, qui pour certains peut durer 2 mois, 3 mois, pour d'autres 20 ans, mes glandes surrénales continuent à produire du cortisol, et à un moment donné, le cortisol devient un poison pour l'organisme. C'est-à-dire qu'il va aller attaquer le système chez vous
qui est le plus faible. Et on a beau être en bonne santé, on a tous un système qui soit système digestif, système cardiaque, système immunitaire, qui soit un peu plus faible qu'un autre. Et alors là, le risque est très élevé qu'il y ait une rupture. Donc, bon stress, stress naturel, un stress qui est bien géré, même un stress excessif, suivi d'une période de récupération, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le stress chronique avec la rupture qui, dans un certain nombre de cas, est en fait un burn-out. Ça peut être une autre maladie, ça peut être un accident de voiture, ça peut être d'autres choses, mais ici, on se place dans le contexte du burn-out. De nouveau, chacun a une réaction très spécifique au stress. Alors, un médecin qui connaît la réalité du burn-out va faire attention à 3 symptômes. Et notez-les bien, j'ai été précis sur les 3 symptômes. Le symptôme général et global, c'est évidemment un épuisement généralisé. Mais l'épuisement généralisé va se situer à un niveau personnel, relationnel et professionnel. Le niveau personnel, accrochez-vous, va se décliner en 3 dimensions. Et j'ai spécifiquement détaillé chacune des dimensions. Le premier, oui, donc le premier niveau, qui est le niveau personnel, va se décliner à 3 dimensions. D'abord au niveau physique. Donc, je vais ressentir une grande fatigue, beaucoup d'irrégularité dans ma façon de récupérer. Je n'arrive pas à m'endormir, ou je me réveille pendant la nuit, je ne sais pas m'endormir, ou je me réveille le matin, je suis mort crevé. Voilà. Il y aura un risque de douleur physique, articulaire, problèmes cardiaques type cardiovasculaire, type arythmie, hypertension. Je peux avoir des maux de tête, des problèmes de digestion, problèmes d'immunité, je vais attraper toutes les petites bestioles qui circulent. Ça, c'est la dimension physique. L'épuisement peut se situer au niveau émotionnel. Vous connaissez les 4 émotions de base, on en a déjà parlé ce matin, la peur, la joie, la colère et la tristesse. Je n'arrive plus à les gérer correctement. La moindre appréhension devient une angoisse profonde. Le moindre petit coup de blues devient un déluge de pleurs, et ainsi de suite. La 3e dimension, ça va être le problème cognitif, c'est-à-dire que je vais me retrouver avec des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, de prise de décision, de coordination espace-temps, et c'est important. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions là-dessus, je peux revenir après. Il y a une belle explication au niveau de l'hippocampe. Voilà. Et le 4e que l'on retrouve très régulièrement et qui fait écho évidemment au thème du salon de la transition, c'est l'épuisement existentiel. Je ne sais plus à quoi je sers. Perte de sens, perte de confiance dans l'homme. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace le jour où je ne serai plus là? C'est sous-jacent à pas mal de situations de burn-out. Donc ça, c'est le premier symptôme au niveau personnel. Le 2e, il est au niveau relationnel. On peut le résumer par une perte d'empathie dans les relations professionnelles et donc à une espèce de climat de déshumanisation, de cynisme, de frustration. Quelques exemples, la professeure, l'institutrice de maternelle qui va coller une raclée d'enfer à un gamin de 2 ans et demi qui vient de mouiller son slip pour la 3e fois dans la matinée. La déléguée commerciale qui va engueuler son client au téléphone de façon inacceptable. Je vais peut-être caricaturer ici, l'infirmière qui, après son service de nuit, va faire un croc en jambe au petit vieux qui l'aura ennuyé toute la nuit parce qu'il l'a interrompu quand elle travaillait dans d'autres pièces. Donc voilà, perte d'empathie minimum dans les relations au niveau du travail. 3e niveau, niveau professionnel. Et là, je vais peut-être reprendre l'exemple de l'infirmière. Moi, je serai infirmière jusqu'à la fin de mes jours. Mais continuer à être infirmière dans le contexte dans lequel on me demande d'exercer mon métier, ça, c'est vraiment trop istveil, hein. C'est-à-dire que le service de nuit, où à l'époque on était 4, et que maintenant je suis toute seule à garder le service, et à chaque petite lumière rouge qui clignote, je sais que le patient devra attendre 35 minutes avant que je ne m'occupe de lui,
Ça, ce n'est pas mon métier d'infirmière. Ça, je ne peux plus faire. Et donc, il y a progressivement une perte de plaisir, une perte de fun, de motivation dans l'exercice du métier. Donc, ce n'est pas le métier que je n'aime plus, c'est le contexte dans lequel je dois l'exercer. Et progressivement, je me pose la question, est-ce que je suis toujours à la bonne place? Est-ce que je ne deviens pas trop vieux? C'est plus de mon temps, j'ai passé, c'est plus de mon âge, et on commence à avoir une image de soi qui se détériore. Et progressivement, il y a également un risque de tendance à l'isolement par rapport à ses collègues et par rapport à son milieu familial et amical. Donc, ce sont les 3 niveaux à ne pas confondre, et je le mets ici, ne pas confondre un burn-out avec une dépression. Un médecin a sa liste de paramètres pour regarder si c'est l'un ou si c'est plutôt l'autre. J'en ai listé 4 ici. Dans le cas d'une dépression, la perte d'intérêt, la perte de plaisir, elle est tous azimuts. C'est noir, tous azimuts. Alors que si vous avez un burn-out, normalement, ce n'est que le domaine professionnel qui vous met en difficulté. Au niveau de l'avenir, pour une personne dépressive, l'avenir, il est bouché. Le tunnel, il est noir. Si jamais il y a une lumière au bout du tunnel, ce n'est jamais qu'une locomotive qui se dirige vers vous pour vous écraser. Donc, il n'y a plus le moindre espoir de quoi que ce soit. Ce qui n'est pas le cas dans le cas de burn-out, il y a des projets en dehors du boulot. La tristesse n'est pas toujours présente au niveau du burn-out, mais peut être très profonde au niveau de la dépression. Par contre, ce qui est très marquant au niveau du burn-out, c'est une fatigue. On se demande si on va voir la fin, quoi. Voilà, tout cela pour résumer dans une seule affirmation qui est centrale. S'il y a une chose à retenir de ma présentation ici, c'est celle-là. Il n'y a qu'un médecin qui peut diagnostiquer un burn-out, parce qu'il va devoir faire ce qu'il appelle un diagnostic différentiel pour éliminer toutes les pathologies que vous n'avez pas et pour finalement arriver au niveau du burn-out. Et on peut revenir là-dessus après, mais c'est central pour moi. Alors, comment se prémunir au niveau personnel? Là, vous allez voir que je ne vais pas inventer quelque chose de très savant, simplement écouter les conseils de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents à l'époque. Qu'est-ce qu'ils nous conseillaient de faire? De prendre soin de nous. Être à l'écoute des signes annonciateurs. Je vous ai annoncé quelques signes annonciateurs dans les différents niveaux d'épuisement. Ce sont tous ces signaux-là qu'il faut tenir à l'œil et à l'oreille. Se planifier des espaces de récupération pour se donner du bon temps, c'est un incontournable. Bien identifier les activités qui vous rechargent les batteries, qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Ce qui est central, c'est les activités physiques, que ce soit du sport ou que ce soit aller faire pisser Mirza en forêt. Tant que vous bougez, que vous avez de l'activité physique, que vous êtes en contact avec la nature, c'est le meilleur médicament qu'on puisse vous recommander. Bien sûr, diminuer toutes les addictions qui ont tendance à prendre de l'importance sous stress, c'est-à-dire éliminer ou réduire tabac, alcool, sucreries, séries télévisées et compagnie. Et apprendre à dire un non constructif, c'est-à-dire dire non, ce n'est pas simplement « tu ne m'intéresses pas », c'est pouvoir aussi négocier une demande. Et on peut revenir après si vous voulez que je creuse un peu cette notion de non constructif. Et puis alors, un modèle qu'on ressort à chacun des clients que nous accompagnons, c'est faire la différence entre urgent, important et la combinaison de ce qui est urgent ou important, ou pas urgent et pas important. Hiérarchiser les priorités, c'est central. Au niveau personnel, on peut également, j'ai parlé du risque d'isolement, la meilleure façon de lutter contre le risque d'isolement, c'est de maintenir les liens avec sa famille, ses amis, ses collègues. Et ne pas hésiter à se faire accompagner si nécessaire. S'il y a des signes annonciateurs, ne pas hésiter à se faire accompagner. Alors, je reprends rapidement ici les différentes personnes qui peuvent intervenir. La personne en souffrance est au cœur du processus, mais n'oubliez pas qu'il y a le lien avec la famille, avec les amis. Au sein de l'entreprise, rien ne vous empêche d'en parler avec les collègues, avec la personne de confiance ou les conseillers en prévention, éventuellement votre responsable, les ressources humaines, la médecine du travail. Et en dehors, il y a votre médecin généraliste, il y a des coachs qui sont spécialisés là-dedans, il y a des sophrologues, des psychothérapeutes,
des psychiatres, des juristes pour tout ce qui est harcèlement, licenciement abusif. Et j'en rajoute, nous faisons appel à des nutritionnistes, à des addictologues, le cas échéant. En noir foncé, j'ai mis toutes les fonctions des professionnels avec lesquels je travaille au sein du réseau Burnout. Au niveau organisationnel, il y a les fameuses dimensions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Si on les traite correctement, on va vers un engagement durable du personnel. Si on ne les traite pas correctement, il y a un risque croissant de risques psychosociaux et donc de burn-out. Ces paramètres-là sont les suivants, et je me mets dans la peau d'un responsable d'équipe. Qu'est-ce que je fais avec mon équipe pour que la vision, pour que le sens, pour que la raison d'être ait du sens? Qu'est-ce que je fais pour que les valeurs de l'entreprise ne soient pas simplement un poster quadrichrome, mais soient également la réalité du quotidien? Qu'est-ce que je fais pour favoriser l'esprit d'équipe, pour gérer la charge de travail dans le temps? Qu'est-ce que je fais pour assurer l'autonomie de mes collaborateurs? Quelle que soit leur fonction, il est important que chacun ait un espace d'autonomie. Qu'est-ce que je fais en matière de reconnaissance? Et la reconnaissance n'est pas uniquement financière, la reconnaissance peut simplement être un merci, bien joué, quel plaisir de travailler avec toi. Et ça ne se paye pas et ça n'a pas de prix. Être à l'écoute des signaux faibles au niveau de l'organisation, en termes d'ambiance de travail, en termes d'absentéisme. Le présentéisme, c'est-à-dire être là et ne rien faire. Pour votre information, d'après les études, le présentéisme coûte plus à l'économie belge que l'absentéisme, ce qui est intéressant. Et le coût des malades longue durée, aujourd'hui, est supérieur au coût du chômage, ce qui est aussi intéressant. Les plaintes qui peuvent se démultiplier, la rotation du personnel, la réputation ou l'attractivité de l'organisation. L'exemple de France Télécom à l'époque était quand même quelque chose d'assez caricatural. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier Weiji. Moi, je suis parfait bilingue en chinois. Crise en chinois s'écrit avec ces deux idéogrammes. A veut dire danger, risque, et l'autre veut dire recherche d'équilibre, recherche d'opportunité. Donc, ne jamais perdre de vue que la traversée d'un burn-out est une magnifique opportunité de se retrouver et de se refixer une nouvelle ligne de conduite, sinon un nouveau chapitre dans sa vie. Et pour terminer, j'aime beaucoup la philosophie, en particulier celle de Francis Blanche. Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Je le relis, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Et c'est à vous. Merci Roger. Super, merci pour cette belle conférence. Je vais arrêter le partage, comme ça on peut mieux nous voir. Et je vais reprendre un petit peu les questions. Oui. Donc, il y avait des questions sur toutes les conséquences du burn-out. Est-ce que le burn-out peut induire ou générer des problèmes de santé? Le burn-out, bien sûr, peut générer des problèmes de santé parce que bien souvent, ce sont ces problèmes de santé qui font penser à l'existence d'un burn-out. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se tromper de diagnostic. Et si vous avez des problèmes de digestion, il ne faut pas passer à côté d'une tumeur à l'estomac. Mais les problèmes de digestion peuvent être essentiellement dus à un problème de stress. Ok. Donc, voilà, oui. Super. Et est-ce que du coup, comment dire, il y avait une question aussi sur la dépression versus burn-out. Est-ce que la dépression peut venir après le burn-out ou est-ce que le burn-out peut venir après la dépression, les deux ensemble? Oui, très bonne question. Très bonne question parce qu'un burn-out mal diagnostiqué peut donner des tendances dépressives. Oui. Et donc, l'exemple typique, ce sont des médecins généralistes qui n'ont pas compris ce qu'était le burn-out ou on ne leur a pas expliqué et qui vont mettre leurs patients sous Xanax pendant 6 mois sans rien faire d'autre. Et alors là, nous récupérons, nous, des méduses où la dernière petite flamme qui existait chez eux ont été éteintes par la médication parce que simplement, le Xanax peut faire du bien pendant un certain temps au départ, mais si on ne fait que du Xanax, on ne solutionne pas le burn-out. C'est pour ça d'ailleurs que bien souvent, on n'utilise pas le terme de maladie quand on parle de burn-out, mais plutôt celui de crise,
Parce que quand on parle de maladie, on a souvent l'impression qu'il y a un médicament. Il n'y a pas de médicament spécifique contre le burn-out. Oui. Ok, merci pour ces réponses. On parle aussi du bore-out et Oui. demander les différences avec le burn-out et peut-être est-ce que c'est les mêmes conséquences ou pas de ton expérience? Alors, je vais être un petit peu provocateur, hein. J'ai l'impression que les différentes déclinaisons autour du burn-out sont un petit peu des façons pour les médias de lancer un nouvel article sur une même problématique avec un nouveau mot. Donc, il y a bore-out, il y a brown-out. Burn-out. Alors, il y a toutes les nuances et on peut y aller dedans, mais le résultat, c'est une personne en souffrance. Oui. Bore-out, c'est une personne qui est mise dans une situation où elle n'a plus d'aucune utilité dans son entreprise. Et donc, c'est à force de ne pas travailler, de ne plus avoir de raison d'être, que cette personne part en vrille. Mais en gros, les symptômes seront toujours les mêmes. Oui. Brown-out, c'est la perte de sens. Mais dans beaucoup de burn-out, il y a à un moment donné une perte de sens parce qu'il y a perte d'équilibre. Oui, tout à fait. OK. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y avait une question aussi qui était est-ce que c'est possible de faire un burn-out dans une entreprise qui est bienveillante? Mais oui, parce qu'en fait, ce n'est pas forcément que le côté, le stress de l'employeur, c'est plus large que ça, ce que tu dis. Alors voilà, il y a moyen de faire un burn-out euh, parce que soi-même, on se met de la pression, hein. Donc, il y a des personnes qui se mettent plus de pression que d'autres. Maintenant, l'entreprise est bienveillante, oui. Maintenant, est-ce que l'entreprise a vu que la personne était en difficulté? Et qu'est-ce qu'elle a fait pour que la personne sorte de ces difficultés-là? Oui. Donc, on peut considérer, bon, moi j'ai une formation en systémique des organisations et les personnes avec qui j'ai travaillé, on a beaucoup la même approche, c'est que le burn-out, finalement, est un cadeau pour une organisation. Parce que le burn-out n'est jamais qu'un symptôme, qu'il y a quelque chose dans l'organisation qui dysfonctionne. Et le dysfonctionnement, en général, est à lire selon les 6-7 axes que j'ai donnés. OK. Et donc, le burn-out, c'est comme la température pour le corps humain. Quand vous avez 40 de fièvre, vous ne savez pas pourquoi vous l'avez, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Eh bien, le burn-out, c'est un petit peu la même chose pour une organisation. C'est l'occasion de revisiter un certain nombre de paramètres de fonctionnement. OK. Je voyais une question qui Oui. portait sur l'hippocampe. Oui. Bon, un mot sur l'hippocampe. Le burn-out, on dit, oui, c'est dans la tête que ça se passe. Mais c'est vrai que c'est dans la tête. Ce n'est pas simplement que c'est imaginé, mais sous l'effet d'un cortisol excessif, les cellules de votre hippocampe explosent et votre hippocampe se racrapote. Et l'hippocampe, c'est quoi? C'est le siège principal de la mémoire, de la concentration, de la connexion avec le cortex préfrontal pour prendre des décisions mûrement réfléchies. Et il y a le centre également de la coordination espace-temps. Coordination espace-temps, ça veut dire que vous ratez la marche d'escalier et vous descendez jusqu'en dessous. Ou vous faites une chute en vélo ou un accident en voiture. Donc, à ne pas négliger cette coordination espace-temps, vous seriez surpris de voir le nombre de personnes que nous accompagnons qui ont fait des chutes en vélo, qui ont fait des accidents de voiture, qui ont fait des chutes dans l'escalier. Oui. Ce n'est pas qu'ils sont distraits, c'est que simplement leur hippocampe n'a plus la capacité qu'elle avait auparavant. Tout ça est réversible avec le temps. Oui, c'était une des questions qui revient et ce sera la dernière qu'on pourra prendre, mais c'est cette idée de est-ce qu'on arrive à s'en remettre en fait, un peu, qui Alors, arrive sous différentes formes dans les questions. oui, notre expérience, et ce n'est que notre expérience, hein, moi je n'ai pas la parole révélée, notre expérience, à partir du moment où vous avez un suivi médical qui est rigoureux et bien fait, que vous faites un travail psychothérapeutique, ça peut pas, c'est pas spécialement des séances freudiennes, 3 heures, 3 fois par semaine pendant 10 ans, hein. On travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les TCC, thérapie cognitive et comportementale, mais c'est quand même un incontournable. Donc, suivi médical, travail psychothérapeutique, un travail corporel. Nous, on préconise la sophrologie, qui est essentielle, et alors un travail de coaching, parce que votre médecin, votre psychothérapeute et votre sophrologue, ils ont beau être des experts dans leur domaine, ils connaissent pas grand-chose au monde de l'entreprise. Mhm. Et c'est là que le coach peut intervenir pour comment mettre en place tout ce que les autres m'ont appris à mettre en place dans mon milieu professionnel. Parfait. Bon, eh bien, c'est déjà la fin. Oh, Je ça va vous trop vite tout invite, ça. ça passe très très vite. Je vous invite, je vais vous mettre dans le chat le lien vers la fiche du coup de Roger. Vous pouvez aussi retrouver donc sur cette fiche-là la possibilité de prendre, il reste encore quelques rendez-vous individuels à prendre avec Roger.
Donc voilà, la conférence sera disponible pendant 48 heures et aussi dans les packs plus. Et on continue sur ce sujet avec la conférence suivante qui sera dans la traversée du burn-out et à quel moment aborder son projet professionnel pour rebondir efficacement, qui est en lien avec certaines des questions qui étaient posées dans le chat. Donc voilà. Merci beaucoup. Ce sera avec Martine et lui. Merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup à vous, merci de votre écoute. Et puis moi, je suis toujours disponible, je ne cherche pas à avoir du boulot parce que j'en ai assez, mais s'il y avait des renseignements à un moment donné pour savoir orienter vers quel professionnel, ça, c'est une partie de mon temps, oui. Super, parfait. Voilà. Merci beaucoup. À vous. Et merci à tous pour votre présence. Bonne journée. Merci. Au revoir.